Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview, dans ce nouvel entretien. Je suis aujourd'hui avec Élise Bouskila. Élise qui est coach de vie avec une grande spécialité et une grande compréhension de l'hypersensibilité notamment et de la confiance en soi. Mais Élise qui est bien plus que ça, qui a été maîtresse de cérémonie pour de très grands événements, qui fait encore de la danse pompon actuellement et qui fait des chorégraphies après avoir fait des cours en réel, fait des cours en ligne. Bref, Élise, tu as tout un tas d'activités que tu vas nous raconter aujourd'hui et qui sont toutes reliées les unes aux autres en fait, à travers cette trame de la confiance en soi, de l'attitude positive, de prendre du plaisir à être soi et à s'amuser et à jouer en fait avec tout ce qui nous entoure et avec ses propres normes. Je suis hyper content de te recevoir ici, de pouvoir enregistrer cette interview avec toi en cette période où on a plus que jamais besoin de positif et de belle énergie. Donc, je suis sûr que tu vas nous en transmettre énormément. Du coup, bienvenue. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial, de comment tu en es arrivé à être la coach que tu es aujourd'hui? Oui, bah merci Jérémy, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo. Alors le parcours, il est un petit peu long parce que du coup, c'est tout un parcours de... Le parcours entrepreneurial, pour moi, il a commencé officiellement en 2012, qui est la date de l'ouverture de ma société, mais il est devenu une vie à temps plein qu'en 2014. Il faut savoir qu'en fait, au départ, j'ai fait une grande école de commerce à Paris. J'ai travaillé au départ dans le luxe, dans le milieu de la joaillerie, et j'ai ensuite évolué dans le système d'information à la Défense. Donc j'avais ce métier normal, puisque quand j'étais petite, on m'a bien appris que, en fait, il y a des métiers qui étaient des bons métiers et des métiers qui n'étaient pas des vrais métiers. Notamment, j'ai toujours rêvé d'être danseuse. J'ai commencé à danser avant de marcher. Et j'ai toujours eu cette positivité. Donc, en fait, au début, je voulais être danseuse professionnelle. En fait, je me suis pas démontée, même si on m'a quand même dit la danse, c'est pas un vrai métier. Il y a un sur tellement qui réussissent, sous-entendu, il n'y a aucune raison que toi, tu y arrives. Et j'ai quand même évolué dans ce milieu-là jusqu'à être dans des concours régionaux, jusqu'à intégrer une école de danse professionnalisante où il y avait danse-études, etc. Mes parents ne voulaient pas que je fasse danse-études, mais on avait négocié que si ça restait en plus des études normales, ça pouvait passer. Et en fait, là, j'ai découvert l'envers du décor, c'est-à-dire le milieu professionnalisant de cette époque dans la danse de conservatoire, c'est aussi un rapport au corps très particulier, un rapport à la compétition très particulier. Et en fait, moi, j'ai toujours été une nana positive qui aime les gens, qui aime le monde. Et en fait, je voyais la danse comme une compétition envers toi-même, c'est-à-dire qu'il faut toujours que tu t'améliores, etc., mais pas avec les autres. Et j'ai détesté, j'ai détesté vraiment, c'était horrible. Et je rentrais en pleurs le soir et ma mère me disait mais pourquoi tu pleures, qu'est-ce qu'on t'a dit, on t'a insulté et tout. Et je disais à moi rien, on m'a rien dit. C'est juste qu'on a insulté, j'ai vu quelqu'un se faire insulter ou quelqu'un se faire mépriser, où il y avait une ambiance de tension. Et c'est là que j'ai un peu compris mon hypersensibilité. J'ai mis des mots récemment, mais en fait, je pense que ça a été un vrai tournant dans apprendre à m'autoriser à vivre mon hypersensibilité à cette époque, parce qu'en fait, c'est là que j'ai découvert mon hyperempathie parce que ça ne me concernait pas, mais je le vivais comme si c'était moi, tu vois. Euh, les remarques aux autres, cette ambiance, cette connexion, cette sensorialité, etc., c'était hyper important pour moi. Et je me suis dit, bon, écoute, là, c'est clairement pas un milieu dans lequel je me sens bien. Et j'ai dit à mes parents, je voulais faire danseuse, ça c'est pas possible, récemment. Du coup, je voudrais faire un métier positif. On m'a dit, Elise, c'est bien, mais un métier positif, ça n'existe pas. Ce n'est pas un métier, tu vois. Et donc, je me suis dit, je sais pas, je vais faire ce que je sais faire de mieux. Et ce que je sais faire de mieux, c'est que sur mes bulletins scolaires, il y avait marqué bonne élève, mais très bavarde. Et j'aimais la relation aux autres. Et donc, en fait, je me suis dit, tiens, l'aspect commercial, relation client, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Parce qu'en fait, justement, j'avais l'impression que les gens avaient un besoin, j'y répondais, j'étais satisfaite, ils partaient satisfaits. Donc, il y avait une forme de positivité qui me plaisait et qui me paraissait quelque chose dans un métier normal. C'est-à-dire que c'est le seul métier où j'avais un peu raccroché à ce qui existait c'est un vrai métier. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans une grande école de commerce. Comme j'étais bonne élève, en plus, on m'a toujours bien appris, fais le plus d'études possible, va le plus loin possible, tu pourras faire le métier que tu veux. Oui et non. Et donc, en fait, en école de commerce, j'ai découvert un groupe de danse pom-pom, une association de danse pom-pom qui était là. Et c'était le coup de cœur, le coup de foudre. Et en fait, vu que j'avais un peu fait une croix sur la possibilité de vivre de ma passion, je l'ai fait sans aucune attente, si tu veux. J'ai vraiment fait mon laboratoire, j'ai créé cette association, enfin, j'ai l'idée cette association cette année-là où j'étais coprésidente en me disant, je vais faire ce que j'aurais voulu avoir quand j'étais jeune. Donc, des cours de danse ouverts à tous. Il y avait des mecs et des filles. Il y avait des nanas qui avaient déjà dansé, d'autres qui dansaient pour la première fois, etc. Et ça a cartonné.
Et je me suis dit, ah tiens, cool. Et tu sais, ça a planté une petite graine du genre, tiens, c'est marrant, on m'avait appris qu'il y a des trucs qui se font pas et là, ça commence à marcher. Bon, mais c'est tout, ok. On m'a demandé de continuer les cours après, etc. Bon, d'accord. Et donc, j'ai commencé ma carrière en étant commerciale dans le luxe, etc. Pareil, l'envers du décor était assez violent. J'ai eu plutôt on peut dire du harcèlement moral qui était assez pesant dans cette boîte. Je suis passée dans le système d'information en espérant avoir un milieu plus safe, plus serein. Et en fait, pas du tout, puisque je suis tombée sur une personnalité extrêmement toxique dans mon boulot. Et donc, ça a été une année horrible. Mais en fait, en parallèle de tout ça, je m'étais donné l'autorisation de me dire, bon, moi, j'ai fait le deal. On m'a dit, tu fais des études, tu dois être une bonne personne, tu dois avoir un CDI. Donc, j'avais fait ma petite école, j'étais diplômée, j'avais des bons résultats, j'ai eu mon CDI, je suis à la défense, ce que tu veux. Et je me suis dit, bon, cette partie du contrat, elle est remplie. Il y a une partie où tu peux essayer de te faire plaisir. Et donc, du coup, j'ai ouvert mes premiers cours de danse en parallèle, en septembre 2011 à l'époque, en me disant, de toute façon, j'ai pas besoin d'en vivre, j'emmerde personne, je me fais plaisir et ça marche et les gens en veulent, donc super. Et donc, je le faisais, si tu veux, sans attente. Sans attente business, sans attente de rémunération, etc. Je le faisais qu'avec le cœur et qu'avec mes valeurs. C'était une vraie force parce que finalement, quand j'ai démarré ce business-là, parce que là, finalement, ma vie entrepreneuriale a commencé là sans même que je le sache. Et du coup, c'est là que j'ai pu en fait me concentrer sur mes valeurs hautes. Tu vois, avec du recul, c'est là que je le sens parce que comme j'avais pas la pression financière et que finalement j'avais cette petite voix qui me dit de toute façon ce sera jamais un vrai métier, je le faisais qu'avec le cœur, qu'avec du don, qu'avec de la passion. Et donc j'ai ouvert les premiers cours de danse qui étaient focus sur la confiance en soi et sur se faire plaisir, c'est-à-dire pas de compétition, c'est-à-dire pas de recrutement, c'était vraiment du plaisir et de l'énergie positive à fond. Et jusqu'à ce que, du coup, la vie m'amène à me poser la question, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? J'ai eu une année 2013 très difficile personnellement. J'ai tout remis en cause. Et si tu veux, le succès de mes cours de danse en parallèle de ma carrière m'ont commencé à remettre en question tout ce qu'on m'avait appris. Finalement, c'est pas un vrai métier, mais ça cartonne. C'est pas un vrai métier, mais les gens adorent ce que je fais et je m'éclate. C'est pas un vrai métier et ça a commencé à ramener de l'argent, tu vois. C'est pas un vrai métier, mais je commence à être appelée par la télé et le cinéma, tu vois. Et au moment, j'étais là, ok, c'est chelou, tu vois. On m'a dit que c'était pas possible et là, en l'occurrence, je le fais et j'ai des résultats, tu vois. Et donc, en 2014, je me suis dit, offre-toi une année. Tu t'offres une année et tu n'expérimentes que des choses avec le cœur, que ce qui te plaît, tu fais ta vie entrepreneuriale, tu te donnes une année. Je me suis dit, j'avais jamais redoublé, j'avais jamais fait de césure, j'avais fait même mon école de commerce, j'avais fait en 3 ans au lieu de 4. Je me suis dit, c'est quoi un an, tu vois? Et en fait, de toute façon, j'avais besoin de ça parce que j'ai vécu des moments très difficiles. Et je l'ai fait et ça a cartonné. Et c'est comme ça qu'est arrivée ma vie entrepreneuriale et que j'ai développé tout ce qui était en fait la confiance en soi et l'énergie positive, au départ par la danse. Et en fait, de par la demande de mes élèves, de parce que j'apportais dans mes cours et à côté, en fait, le coaching de vie est arrivé en fait comme sans même que je m'en rende compte. C'est-à-dire, c'est pas comme des gens qui se réorientent et qui se disent tiens, je vais faire coach de vie, tu vois. C'est parce qu'en fait, il y a des gens que j'ai accompagnés, que j'ai aidés, qui m'ont dit en fait, tu as changé ma vie. Et Flo, avec qui je travaillais déjà à l'époque, donc Florian Morata, qui est aussi l'associé de Jérémy, m'a dit mais tu te rends pas compte que là, c'est là ta valeur. Parce que je lui ai raconté, je lui ai dit oh, mais il y a une élève qui a dit que j'avais changé sa vie. Et il me dit Élise, il faut falloir se réveiller là, c'est là que ta valeur elle est. Et maintenant, je suis dédiée à ça, à donner de l'énergie positive, à aider les gens à prendre confiance en eux parce que je suis convaincue que c'est comme ça que le monde sera meilleur demain et que toi, tu auras la vie que tu veux. Tu as dit plusieurs choses que je trouve hyper intéressantes, sur lesquelles je pense que c'est important de revenir. Tu as trouvé un truc qui te faisait foncièrement plaisir de le faire. Genre, tu kiffais le faire, tu aurais pu le faire tous les matins gratuitement. Grave. Il y avait une demande en face. Il y a des gens qui aimaient ça, qui voulaient ça, et la demande, elle arrive à un tel niveau qu'effectivement, tu étais appelé pour la télé, pour le cinéma. Ça, on en reparlera aussi après, il va falloir que tu nous racontes. Et derrière, en fait, tu t'es rendu compte que tu pouvais vivre de ça, mais en fait, avant tout, c'était une passion avec une demande en face. C'est-à-dire que c'est ce qu'on répète nous à nos clients toute la journée, c'est trouver quelque chose que vous aimez profondément faire, dans lequel vous avez profondément envie de vous améliorer, que vous pourriez faire toute la journée sans même être payé, et faites-le coïncider avec un besoin en face du marché, en fait. Si vous arrivez à croiser ces deux trucs-là, il se passe un truc génial. C'est ton cas. Je suis très content de voir ça. Maintenant, effectivement, moi, pour t'avoir vu dans des contextes de coaching, je me souviens sur un des événements Solo Network qu'on avait fait, où on avait pris le temps de discuter, etc. Et je rentre chez moi et j'étais en train de débriefer de la soirée avec Flo, mais avec d'autres gens et tout.
Et je réponds, je fais, elle est costaud, Elise, quand même, hein, en coaching. Hein. C'est-à-dire qu'en 3 phrases, elle te nique la tête. Hein. Ce qui est pour moi une grande qualité chez les bons coachs. Hein. C'est très important. C'est capable justement de te retourner la tête en 3 phrases. Et il y a plusieurs personnes de nos cercles proches, si tu veux, dont Florian, qui m'ont dit, mais oui, mais qu'est-ce que tu crois? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, merde, cette meuf-là, elle est sous-estimée. C'est chiant. C'est chiant. J'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui la voient. Et c'est cool. Enfin, je trouve ça hyper cool aujourd'hui de pouvoir justement faire cette interview pour que je puisse dire publiquement aux gens ne croyez pas que parce qu'elle saute avec des pompons, c'est pas une coach très forte et qu'elle peut pas vous niquer la tête. Mais c'est marrant parce qu'il y a souvent cette image. En fait, j'ai eu le don de me mettre dans des endroits où il y a toujours un ramassis de clichés. Je sais pas pourquoi. C'était un peu ma mission. Dans la danse, je suis allée dans le pom-pom, s'il te plaît, le cliché, c'est horrible. Et même là, en tant que coach, finalement, j'accompagne les femmes hypersensibles. Et alors, pareil, l'hypersensibilité dans le genre cliché, je sais pas pourquoi je suis toujours attirée par des trucs. C'est parce que c'est ce que je suis finalement. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, quand je commençais à bosser sur des gros événements, sur de la télé, etc., en tant que donc du coup, pom-pom girl, les gens avaient, et c'est pour ça que c'est marrant sur la confiance en soi aujourd'hui et que les coachs aiment bien quand je leur raconte ces histoires parce que j'arrivais et en fait, on me méprisait un peu au départ. Tu sais, la pom-pom girl est tellement cliché qu'il fallait que je redouble de confiance et d'assurance et que je savais vraiment c'était quoi ma vision, c'était quoi mon message pour passer ces barrières de clichés. Et après, les gens, des fois, ils découvraient, quand ils commençaient à me parler, ils étaient là, tu sais, ils changeaient de posture physique. Et après, c'est marrant parce que déjà, après, quand ils commençaient à creuser, des fois, il y a quelqu'un qui me disait « Ah, mais Elise, oui, elle a fait une école de commerce. » Et les gens changeaient de posture. Et j'ai toujours trouvé ça ridicule, comme si danseuse pom-pom, tu valais moins bien. Et dès que les gens savaient que j'avais fait une école de commerce, que je faisais des études, etc., je changeais de posture. Et en fait, aujourd'hui, les gens, c'est toujours pareil. Ils arrivent avec plein de clichés. Ouais, mais Elise, elle fait de la danse pom-pom, elle est super souriante et machin. Et en fait, ça n'empêche pas que du coup, je vais juste apporter ça, ce coaching, cette vision d'autres. Souvent, en fait, quand tu dis quand je te débloque le cerveau, c'est parce qu'en fait, je réussis très facilement à te montrer la même chose sous un angle différent qui va complètement te popper, tu vois, dans la tête en mode ah, mais putain, j'avais jamais vu les choses comme ça. Alors qu'en fait, les faits sont les mêmes, mais la façon dont tu l'aperçois n'est pas du tout la même. Et j'adore parce que finalement, ouais, je le fais avec beaucoup d'énergie positive, avec de la passion, avec de la danse, avec. Et en fait, je me dis, mais putain, c'est ça qui manque, tu vois. Moi, je ne suis pas la baguette, juste j'apporte un truc dans le coaching qui n'existait peut-être pas avant, qui est tu peux te faire coacher avec du plaisir, tu peux te faire coacher en se disant que tu peux être positive, souriante, etc. et que c'est pas sinistre et que travailler sur soi, ça peut se faire dans la joie, avec du plaisir, etc. Et j'adore finalement faire tomber les clichés, tu vois. Et effectivement, je suis toujours dans des trucs comme ça, mais une fois que ça tombe, là, tu appuies sur les vrais trucs, sur le vrai oser être soi-même. Et tu sais, je termine sur ce qui est corrélé à tout ça, c'est que finalement, les gens qui travaillent avec moi, ce qu'ils aiment bien, c'est que justement, j'incarne ce que je propose. C'est-à-dire que quand tu travailles sur la confiance en soi et que toi-même, tu as démonté des gens à devoir prouver que tu avais de la valeur alors que tu étais pom-pom girl face à des gens connus, face à tout ça, je ne suis pas juste coach de voilà comment il faut faire et voilà comment tu le fais. Moi, j'accompagne des gens et encore moi-même, en étant sur scène, en étant dans certaines prestations de danse, en étant conférencière, etc., en fait, je prouve, tu vois, et je me mets à l'épreuve. Et si tu viens voir mes cours de danse, si tu viens dans mes conférences, etc., je prouve que moi aussi, je dois continuer à prendre confiance en moi, que j'incarne les conseils que je te donne, etc. Et du coup, que c'est pas que du blabla parce que justement, je le fais aussi pour mon entreprise et tout le reste. Tu dis une autre chose très importante ici, c'est incarner son message, incarner sa vision, incarner ses valeurs. Je le comprends particulièrement bien parce que moi, je me suis battu à peu près avec les mêmes trucs que toi quand même, hein. Avec l'hypersensibilité, avec le fait que quand j'arrive quelque part avec ma veste à fleurs et mon chapeau, si tu veux, les gens ils se disent c'est quoi ce guignol, hein, c'est oh tiens le saltimbanque il est arrivé. Ouais, enfin Coco, je suis entrepreneur depuis 10 ans, j'ai un master en stratégie digitale, etc. Enfin je connais un peu mon truc, mais je vois ce que tu dis et du coup je me suis toujours retrouvé comme toi à incarner mon message. C'est très important. Et aujourd'hui, je vois pas assez de coachs qui, comme toi, incarnent ce qu'elles prônent. Je vois des gens qui prônent la liberté et le plaisir et qui travaillent 19 heures par jour et qui sont malheureux. Je vois des gens qui prônent la confiance en soi, mais dès que tu les titilles un petit peu, ils s'effondrent. Et effectivement, c'est quelque chose que je retrouve chez toi et que je trouve très intéressant et qui mériterait d'être plus mis en avant, c'est que effectivement, la confiance en soi, l'hypersensibilité, la compréhension de la femme que tu veux être, incarner son message, incarner sa vision, se battre pour avoir ce que tu veux dans la vie, c'est quelque chose que tu incarnes dans ton quotidien, dans ta vie. Et tu t'es battu contre toutes ces choses que tu ne voulais pas pour arriver là où tu veux. Et donc, aujourd'hui, tu es capable de le transmettre.
Si une personne qui souffrait et qui était dans le sophisme du vrai métier, du vrai écossais, là, qui se retrouve à faire des scènes, à travailler avec le cinéma, tu as fait la maîtresse de cérémonie pour des gros événements. Il me semble que tu étais présente sur le pom-pom à l'événement de David Laroche plusieurs fois. Ah oui, je suis la chorégraphe de David Laroche et effectivement, il y a des gros événements comme ça où du coup, je suis obligée d'incarner ce que je propose, quoi. C'est quand même des steps, si tu veux. Madame tout le monde qui veut juste prendre confiance en elle, c'est beaucoup moins difficile que ce que toi, tu as été amené à faire pour ta vie. Et je pense que c'est aussi pour ça, parce que tu as relevé des challenges un peu extraordinaires par rapport à ta condition émotionnelle d'hypersensible. Beaucoup d'hypersensibles n'arriveront jamais à ce niveau-là. Toi, tu es arrivé beaucoup plus loin que les autres là-dessus, sur la gestion de ce que tu vivais. Et donc, c'est pour ça que tu l'enseignes très correctement, parce que du coup, en gros, moi, je me suis fracassé la tête pour arriver au niveau 10. Bah ouais, pour te montrer comment on va au niveau 5, oui, ça va aller, quoi. On va s'en sortir. Ouais, et puis du coup, je connais ça, tu vois, forcément, justement, je voulais faire une vidéo sur ça, sur le fait que tu te fais accompagner souvent par les gens qui ont traversé ce que tu as vécu. Moi, c'est ce que je préfère, c'est parce que forcément, quand je travaille avec des femmes hypersensibles qui veulent prendre confiance en elles pour trouver l'homme de leur rêve, pour être épanouies dans leur boulot, pour faire de grandes choses, pour voilà, réussir à parler en public, etc. Le fait que je l'ai traversé, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'avoir peur, je sais ce que c'est d'avoir le mental qui tourne 4000 fois. Et forcément, du coup, les conseils, et je pense que tu coaches quelqu'un d'hypersensible, tu le coaches pas de la même façon qu'un hyposensible, etc. Clairement. Toujours, tu vois, je prends l'exemple de, typiquement, j'ai des cheveux bouclés. Ok, ben forcément, je préfère suivre les conseils d'une nana qui va parler de la nature de cheveux bouclés. C'est pas pour mettre une étiquette, c'est tout. Mes cheveux, ils sont bouclés. Si je veux pouvoir en prendre soin, je préfère avoir quelqu'un qui parle de ça. Et forcément, tu suis par rapport à ta nature de cheveux. Et les gens, ils le font sur le shampoing et ils le font pas sur tu vois, sur le travail d'eux-mêmes, tu vois. Donc, si quand ton shampoing, tu prends un shampoing qui correspond à ta nature de cheveux, prends des coachs qui correspondent à ta nature, qui vont te parler, qui vont avoir beaucoup les mêmes choses. Et pour moi, c'est important, en fait, de pouvoir transmettre ça en authenticité. Donc, tu vois, dans mes vidéos YouTube, je parle aussi de ce que j'ai traversé, qui s'est mal passé, comment je l'ai surpassé. Enfin, pour moi, c'est important de dire qu'est-ce qui allait pas et comment je l'ai traversé pour prouver que toi aussi tu peux. Parce que finalement, souvent, des fois, on met une grosse barrière. Et tu vois, il y a une de mes stories où je disais, toi aussi, tu en es capable. Pourquoi? Parce que, en fait, finalement, si tu me réduis à une description basique, je suis juste une femme hypersensible, je suis 1m60, je suis souriante, j'aime bien, j'ai envie de vivre au soleil. Enfin, tu vois, je suis pas une femme exceptionnelle, je suis une femme lambda finalement. Mais simplement, je travaille sur moi, j'ai envie d'aller de l'avant. Et donc, du coup, bah, toi et moi, on peut faire ensemble les choses main dans la main. Et si j'y suis arrivée, tu peux y arriver. Ouais, j'aime beaucoup ce message-là, je le trouve hyper intéressant. Et faire comprendre aux gens, en fait, que si tu veux, les gens qui atteignent des choses exceptionnelles, ils sont pas exceptionnels. C'est juste qu'ils ont fait des efforts, ils se sont fait accompagner et ils sont allés dans des directions, ils ont fait ce que d'autres n'étaient pas prêts à faire, ça c'est vrai. Mais être exceptionnel, c'est pas une qualité intrinsèque, quoi. Tu ne nais pas exceptionnel. C'est un jour, par contre, tu as plus mal que les autres, un driver plus fort que les autres, et donc tu vas te battre plus que les autres, ou tu vas prendre des chemins que eux ils osent pas prendre pour arriver là où tu veux. Et le travail du coach, c'est ça aussi, c'est être capable de t'amener sur les bons chemins qui sont pas forcément les plus faciles, ceux que tu voulais prendre, etc. Parce qu'il connaît le chemin. Aujourd'hui, c'est qui les personnes que tu accompagnes? Qu'est-ce que vivent ces personnes-là? Quels sont leurs challenges? J'aimerais bien qu'on les décrive un peu plus pour que s'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo en fait et qui peut-être sont dans cette problématique-là, ils vont pouvoir se dire ah putain, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Ouais, alors du coup aujourd'hui j'ai plusieurs types d'offres, mais en fait j'ai un accompagnement individuel qui est spécialisé pour les femmes qui sont hypersensibles et positives et qui en ont juste ras-le-bol de perdre leur temps à avoir une vie qui leur correspond pas. C'est-à-dire souvent c'est des femmes qui ont fait des études, qui ont eu leur boulot et en fait qui un jour se réveillent et se disent mais c'est pas ma vie ça, c'est pas ma place. Moi je rêve d'autres choses, des fois de choses tellement plus simples, des fois juste d'être avec quelqu'un qui les aime pour ce qu'elles sont et en fait elles prennent conscience que généralement, il y a eu un événement déclencheur dans leur vie aussi qui les amène à ça. Et en fait, elles ont envie d'avoir leur vie de rêve et de prendre confiance en elles et d'arrêter de se sous-estimer et juste de ne pas renier leur hypersensibilité. Elles savent qu'elles sont hypersensibles, mais c'est des femmes joyeuses et positives. Enfin, voilà, c'est pareil, on sort du cliché, c'est simplement apprendre à comment ça marche tes émotions à l'intérieur, comment tu peux tourner ton mental. Et il ne faut pas se mentir, qu'est-ce que ça rassure d'avoir quelqu'un qui croit en toi, qui est à tes côtés et qui va t'appuyer sur « Tiens, voilà le petit truc qui va te faire passer le pas d'après » et que ça se fasse avec plaisir et douceur. Donc leur challenge, c'est quoi? Généralement, c'est de se détacher du regard des autres
pour apprendre à sortir des cases et à vivre la vie dans laquelle elles vont être vraiment épanouies, au-delà de ce que pensent tes parents, de ce qu'on t'a appris, de ce que pense peut-être ta catégorie socio-professionnelle, parce que quand tu as évolué dans un niveau bourgeois, par exemple, il y a des choses que tu veux garder, d'autres non, et faire le tri, c'est compliqué. Ouais. Arrêter de se laisser dévaloriser par un environnement toxique, amical, familial ou au boulot, etc. Trouver un boulot dans lequel tu es bien, et là, c'est aussi important de se dire que moi, ce que je tiens, c'est quoi ce qui va trouver leur bonheur. C'est-à-dire que, par exemple, dans les gens avec qui je travaille, c'est pas nécessairement des entrepreneuses. Si leurs rêves et que leurs ambitions et que tout ça, c'est de l'entrepreneuriat, je vais les accompagner aussi sur réfléchir à ça. Mais j'ai des salariés, j'ai des directeurs d'entreprise. Et voilà, l'idée, c'est de se dire, c'est quoi ton bonheur? Trouver ton bonheur en étant toi-même, en te sentant bien avec ton hypersensibilité, parce que souvent, c'est un peu genre, c'est trop et j'ai du mal à gérer. Mais comment tu vas construire une vie qui te ressemble, dans laquelle tu te sens bien et comment tu vas pas à pas et sans te trouver d'excuses, juste en voyant les choses différemment et en avançant tous les jours. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que foncièrement, je me demande si c'est pas un peu l'essence même de la cible du coaching de manière générale. Alors toi, tu vas t'adresser particulièrement aux hypersensibles, tu vois. Parce que du coup, il y a d'autres mécanismes à l'œuvre, c'est des personnes qui vivent des choses différentes, que tu vas débloquer de façon différente. Mais est-ce que les personnes qui viennent se faire coacher, c'est avant tout des personnes qui ont un problème avec la case dans laquelle elles sont actuellement et qui veulent en sortir? Ouais, alors souvent, c'est des gens qui ont commencé la remise en question, tu vois, et qui savent pas comment y aller, qui savent pas comment sortir, qui savent pas comment changer les choses. Généralement, la prise de conscience, elle a eu lieu. Elles essayent des trucs, tu vois, elles ont lu des bouquins, parfois elles ont eu de la psy, etc. Mais derrière, j'en ai marre de traiter le négatif du passé. C'est ok, voilà, je sais que je veux changer les choses. Maintenant, je veux du positif dans ma vie et maintenant, j'ai perdu trop de temps. Je veux pas finir seule. Voilà, il y en a ras-le-bol d'être mal entouré, de ne pas trouver la personne avec qui tu peux avoir un quotidien dans lequel tu es épanoui et tu es toi-même. Et vraiment, c'est ce truc-là de sortir de cette vie, mais d'y mettre du positif, de gérer tes émotions positivement, d'avoir une vie dans laquelle tu te sens effectivement. Parce qu'après, dans le rapport aux cases, ce qui est important, c'est que souvent on a l'impression que quand tu es out of the box, c'est vraiment tu vas avoir une vie, aucun rapport. Et j'essaie d'être prudente sur ce discours-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, sortir des cases, ça ne veut pas dire avoir une vie de complètement en dehors de la société qui ressemble à rien. J'ai des coachés, en fait, à la fois elles sortent des cases, mais des cases qu'on leur a imposées, des cases mentales, des limites qu'on leur a données de toi t'es comme ça, toi t'es fragile, toi, tu vois, des trucs qu'on leur a imposés qui est ça pour moi les cases. Mais finalement, dans leur vie, si tu les rencontres après, en fin de coaching, c'est des femmes qui sont épanouies dans une vie parfois simple. Elles ont juste un boulot dans lequel elles sont bien à leur place, avec soit un patron bienveillant, soit elles sont leur propre patron et ça fonctionne. Avec un mec avec qui elles sont casées et qu'elles sont épanouies, amoureuses. Donc voilà, c'est pas des trucs dingues. Elles s'entendent mieux avec leur mère, avec leur famille. Elles ont fait le tri dans leurs amis. Elles ont des amis qui les aiment vraiment et qui les soutiennent. Donc en fait, le résultat à la fin du coaching, la vie de rêve qu'elles ont, c'est pas des vies forcément incroyables, c'est des vies qui, elles, leur correspondent. Qui leur plaisent, ouais. Donc c'est pour ça la vie qu'elles voulaient. Ouais, sortir des cases, ça va être sortir des cases qu'on t'a imposées et te dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Ça veut pas dire que forcément tu vas aller vivre en Patagonie, tu vois, des trucs complètement. Tu penses qu'il y a une mauvaise compréhension aujourd'hui sur justement cette histoire de cases que moi j'entends par en fait poser les limites, poser le cadre. Tu penses qu'aujourd'hui le entre guillemets grand public qui est pas très confronté au développement personnel, au coaching, etc. Quand tu lui dis sortir des cases, ils pensent qu'ils vont être un artiste fauché qui va vivre avec des chats? Ouais, un peu, ouais. J'ai un peu l'impression de ça des fois. Tu vois, pareil, quand moi j'ai dit je quitte j'étais commerciale grand compte et je partais de la danse et de la confiance en soi. Et les gens me disent mais tu te rends pas compte et finalement, les gens, tu me vois aujourd'hui, j'ai un appartement, je suis avec mon mec. On peut pas dire que je suis une fille qui sorte de. Alors, effectivement, j'ai un métier et des accompagnements qui sortent des cases, mais aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat, dans quelques années, ce sera la norme. Ouais. Donc, en fait, on sort des cases pour entrer dans de nouvelles cases. Donc, moi, tout ce qui compte, c'est que je m'en fous de la case, que je suis dans une case, je suis pas dans une case. Finalement, soit tu es dans une seule et même case connue, mais en fait, si tu prends ma vie, je suis dans plein de petites cases partout. Et donc, du coup, simplement, je m'en attache pas à une. Et je peux en sortir et re-rentrer. Tout ce qui compte, c'est que je sois bien dans ma vie, avec mes valeurs, ma façon d'être, et que je dois rien à personne, en fait. Et finalement, que les gens me trouvent dans une case ou pas dans une case, ils parlent d'eux en général, ils parlent de leur propre référencement, ils parlent finalement parce que toutes les vies sont uniques, tu vois.
Donc, pour moi, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce truc de sortir de la case. Tu as toujours l'impression que tu vas faire des trucs délirants, etc. Alors qu'en fait, tu as juste besoin d'être bien en étant de soi-même et que c'est cool et que ça ne demande pas des efforts surnaturels, quoi. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, je suis complètement d'accord avec ça. Mais enfin, je veux dire, je suis confronté aussi, tu vois, donc je le comprends, mais je trouve ça intéressant d'avoir ton regard là-dessus. On pense à tort souvent que l'entrepreneur, le coach, tu vois, ils ont des vies de ouf, des trucs comme à la télé et tout. Alors que la plupart d'entre nous, peu importe le niveau de coaching, peu importe le sujet, peu importe le niveau de revenu, on a des vies très normales. Moi, je vais dans un appartement avec ma copine à Paris. Ouais, je voyage un peu plus que les autres. Ouais, effectivement, en fonction des crises, moi, je suis un peu moins en danger que les autres. Moi, je peux aller passer un mois en Thaïlande et c'est atypique. Bon, il y a plein de freelances qui font ça depuis des années. Euh, c'est juste qu'en fait, je fais pas ce qu'on attend de moi, je fais ce que moi j'attends de moi et ce que moi j'ai envie de faire. Et pour moi, sortir des cases, c'est ça. C'est faire ce que toi tu veux. Ouais, c'est ça. Attends, en fait, de toute façon, typiquement, le message principal, c'est. Enfin, moi, dans mes valeurs hautes, il y a l'aspect liberté, en fait. Mmh. Et Ouais, moi aussi. comment tu es sorti des cases, c'est j'ai remis mes valeurs au centre. Et moi, j'ai la liberté et l'amour qui font partie des valeurs très hautes pour moi, et la Mmh. joie, qui sont là. Et donc, ouais, effectivement, bien sûr que je suis sortie des cases, parce qu'aujourd'hui, la case principale, c'est tu es en CDI, tu es marié, tu as des bébés, et tu es propriétaire, voilà, tu as le scénic et tout, et tu as un chien. Et ben, ce qui est dans le débat, c'était un peu parce qu'en fait, finalement, il y a certaines parties de la case qui me conviennent, tu vois. Donc, c'est intéressant aussi de se dire, tu reconstruis. Pour moi, en fait, c'est comme si tu avais des cases qui étaient là, tu vois, un peu comme des immeubles. T'es en HLM, tu vois. Tu as tous les apparts, c'est les mêmes, etc. Puis c'est un peu pas terrible, tu te sens pas bien dedans, c'est pas chez toi, tu vois. Et en fait, tu vas juste te construire ta maison sur mesure, tu vois, exactement comme tu veux, où tu veux, etc. Et en fait, tu te construis ta case, ta casa, quoi. C'est un peu ça, et tu vas te reconstruire chez toi. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'un jour, ces constructions-là, ce soient les nouvelles cases, ce soient les nouvelles normes. Mmh. C'est pour ça que mon message et mon combat, c'est la confiance en soi. Parce que t'imagines si Ouais. tout le monde avait confiance en soi, si tous les hypersensibles, rien que ça, avaient confiance en eux, c'est 30% de la population aujourd'hui, hein, les hypersensibles. C'est énorme. Autant? Autant, 30%. Si tout le monde avait confiance en eux, mais forcément, tu révolutionnes juste le quotidien des gens. Ouais. Tout le monde, du coup, fait ce qu'il aime. Et ce que toi, tu prônes, qui est tu fais ce que tu aimes et ce pourquoi tu es bon et ce pourquoi tu as des forces, qui est moi le truc vraiment qui est important pour moi, c'est que tu exploites tes forces et tu arrêtes de vouloir miser sur tes faiblesses ou essayer de surélever tes faiblesses. Ben derrière, tu as juste un quotidien qui est tellement plus épanouissant et qui est. Enfin, c'est un cercle vertueux, tu vois. Mmh. Mais je pense que c'est la chose dont on parle le plus avec Flo. Je pense que c'est une discussion qu'on a une fois par jour minimum sur le fait de miser sur ses forces et on parle de certains cas, de certains clients, etc. Et si tu veux, on a toujours la même métaphore. C'est putain encore un poisson qui essaie de grimper aux arbres alors qu'il y a tout le monde voit sauf lui qui nage hyper bien quoi. Ouais. Et le mec il fait non, moi je veux grimper l'arbre, mais c'est pas là où t'es fort, va là où t'es bon, là où t'aimes ça, là où tu t'amuses. Va pas là où on attend que t'ailles en fait. Ouais. Et c'est vrai que toi t'as particulièrement bien réussi à faire ça. D'autres personnes qu'on connaît aussi miser sur ce qu'on aime en fait, sur là où tu es bon, au lieu d'essayer de devenir moyen là où tu es mauvais, ce qui ne sert absolument à rien, parce que être moyen dans quelque chose ne te fera jamais en vivre et tu prendras jamais vraiment de plaisir. Regarde là où tu es déjà bon et deviens 10 fois meilleur en fait. Mais tu vois, on a été super conditionnés pour ça. Tu vois, par exemple, à l'école, il vaut mieux avoir 12 partout que Ouais. 4, 6 et 18 et 20, tu vois. Ce qui est complètement con, parce qu'en fait, dans ce cas-là, quand tu as 18 et 20 dans une matière, même si tu as 4 en histoire, il y a un truc à exploiter. Tu vois, si tu deviens Mmh. mathématicien, ben voilà, c'est hyper cool. Et moi, je prends l'exemple de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, sur mes bulletins, il y avait marqué bonne élève, mais trop bavarde. Et genre, je me faisais laminer pour ça. Il faut quand même savoir aussi qu'exploiter ses forces, c'est aussi se demander dans quel contexte tu les exploites et comment. Et Ouais. c'est pour ça que le coaching est intéressant, parce que moi, je me suis toujours pensée trop bavarde. Et il y a plein de gens qui vont peut-être penser que je suis trop bavarde. Aujourd'hui, grâce à ça, je peux parler devant des salles de plus de 2000 personnes. Je peux coacher des gens et les aider à extérioriser, rassurer des gens, faire des conférences, des ateliers, mener des cours. Et tout ça, je le dois grâce à ce soi-disant défaut qui est en fait une force, tu vois. Donc déjà, c'est capitaliser sur tes forces et aussi, c'est les reconnaître dans quoi tu veux les exploiter, comment, et te recentrer sur la personne que tu es. Tu vois, moi, je suis comme ça. J'aime parler aux gens. Et ben, autant dans certains métiers, c'était un défaut. Et aujourd'hui, c'est juste une putain de qualité. Je me rappelle encore de mes bulletins post-bac. Et tu vois, genre, il y avait des matières genre psychosociologie. Je me tirais la bourre avec le premier de la classe, j'étais deuxième, j'avais 16, il avait 18. On s'amusait à mettre des blagues dans la dissertation pour la prof parce qu'elle savait qu'il n'y avait que nous qui pouvions faire ça.
Et il y avait 2-3 matières comme ça autour de la communication, du digital, pareil, j'avais 15, 16, etc. Par contre, à côté de ça, si tu veux, droit, comptabilité, mathématiques, j'avais 1, 2, 3, 4. Quand j'avais daigné d'accorder ma présence au professeur pendant le semestre, hein, j'ai déjà séché des semestres entiers d'une matière parce que ça me faisait chier. Ça, moi aussi. Moi, concrètement, et de la même façon, je me rappelle quand je sortais de dissertation, mais même des partiels de 3e, 4e, 5e année d'études, hein, quand même. Hein. Je sortais le truc devait durer 6 heures, je sortais au bout de 45 minutes. Et les gens me disaient, ah, t'as trop bien réussi. Je sais pas. Je fais comment ça? Je fais, ah, mais j'ai eu une chance, en fait, un truc que je l'ai toujours eu. C'est en 45 minutes, soit je sais, je le sais tout de suite, soit je sais pas, je le saurai jamais. Et ça rendait fou tout le monde. Mais c'était une de mes forces. J'ai une capacité de mémorisation qui est immédiate. Et soit je le sais pour toujours, soit je le sais pas et je le saurai jamais. Parce que ça m'intéresse pas. Mais ça, Je suis incapable. Pardon, vas-y. Non, je disais, je suis incapable d'apprendre un truc qui me fait chier. Bah, moi, c'est pareil, tu vois, tout ce qui était par cœur, je peux pas. Moi, j'aime tisser des liens, comprendre des trucs, et après, ça, c'est OK, tu vois. Et typiquement, ça me sert énormément en coaching. Je comprends les mécanismes, je les mets ensemble, je les combine, etc. Par contre, le par cœur, rien à faire, tu vois. Genre, des fois, quand je suis en train de coacher, s'il faut que je trouve une citation, je vais chercher la citation, tu vois, pas besoin d'apprendre par cœur. Et dans les cours, c'était comme ça. Mais tu vois, tout ce qui est hyper important quand tu commences à travailler sur toi et que tu veux t'apprendre à te connaître, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est aussi de me dire qu'est-ce qu'on m'a appris, qu'on m'a répété tout le temps, etc. Tu vois, sur l'hypersensibilité, c'est qu'on t'a dit que tu étais fragile, que c'était pas normal de pleurer, que tu vois, que tu vivais trop les émotions intenses, etc. Et en fait, c'est pour ça que c'est difficile, c'est parce que des fois, on n'a pas arrêté de te répéter des trucs qui t'ont mis justement dans des cases, qui t'ont mis dans un esprit limitant. Et en fait, des fois, c'est pas si évident que ça de trouver ses forces, parce que ça demande de sortir des croyances limitantes, ça demande de voir les choses différemment, d'être rassuré par des gens qui te comprennent, parce que moi aussi, c'est un travail que j'ai fait, que je dois faire encore. De temps en temps, je suis là en mode, faudrait que j'apprenne à faire ça et tout. Mais non, mais t'es bonne là-dedans, vas-y, fonce, exploite ça et après on verra, tu vois. Et au lieu de vouloir tout le temps répéter les mêmes choses, à se dire, je devrais moins être comme ça, etc. Non, t'as des forces, vas-y à fond et c'est bon si c'est facile. C'est bon si ça se fait dans le plaisir. Tu vois, oui. le work hard, c'est aussi un truc où on se dit, tiens, si je me sens bien là-dedans, c'est pas normal, je devrais être dans la souffrance, etc. Et dans la confiance en soi, il y a aussi ça. Aussi se dire, des fois, c'est facile et c'est avec plaisir et c'est optimiser tes forces pour que ça fonctionne. Non, et puis ensuite, tu peux travailler dur dans un truc que t'aimes. Et donc, en fait, tu te rends pas compte que tu travailles dur. Moi, nous, on a vu ça avec Florian, je crois que c'était l'été dernier, on était en Georgie et tout. Et concrètement, on n'arrêtait pas de répéter à nos clients, mais travailler 1 heure par jour, vous verrez, ça va, quoi. Enfin, ça passe. Et au début, on avait certains clients, ils n'avaient pas des résultats qu'on pensait, quoi. Alors qu'ils avaient tout pour, quoi. Bon, il n'y a pas de raison, quoi. Et un jour, on se posait avec Florian, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait qu'ils font pas, quoi? Qu'est-ce qu'on doit leur faire comprendre qu'ils n'arrivent pas? Et puis, on se pose, on regarde notre journée, tu vois. Et en vrai, c'est parce que le moment où on avait l'impression de travailler, il durait 1 heure, c'était quand on faisait des trucs qui nous cassaient un peu les couilles. Mais en fait, on nourrissait notre discipline 5-6 heures par jour. Et on faisait des choses que du coup nos clients ne faisaient pas parce qu'on leur disait pas de le faire, parce qu'on n'avait pas l'impression de le faire, parce que c'était un plaisir, c'était facile. On se rend compte qu'on travaillait beaucoup plus dur que la plupart des gens, mais qu'on aimait tellement ce qu'on faisait qu'on n'avait jamais l'impression de travailler dur. On avait l'impression que c'était toujours facile. Ouais, mais du coup, c'est extraordinaire. Moi, je suis content de me lever le matin, moi, en fait. Hein. Mais après, tu as aussi ce travail. Pourquoi c'était important pour moi sur la confiance en soi? C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à être comme ça, mais je culpabilisais un peu. Ah ouais, mais en fait, genre, je fais que ce que j'aime. Alors, ok, t'enlèves la compta, tu vois, mais bon, ça, je le délègue bientôt. C'était un peu genre, mais je kiffe, et tu culpabilises un peu, etc. Mais ça aussi, du coup, tu as des nouvelles marches à grimper sur ta confiance en toi pour te dire, mais en fait, je suis à ma place, je fais ce qui est bon, et au contraire, je suis là pour optimiser. Tu sais, j'aime bien le schéma où avant, tout le monde essayait de faire rouler un caillou carré, et tu as un mec qui prend le temps de faire ça, de l'arrondir, et donc d'avancer. Ouais. Et c'est ça, c'est au lieu de répéter le même truc tout le temps, nous, on trouve des moyens d'exploiter ça plus facilement. Et c'est comme si tu culpabilisais de rouler en voiture alors qu'il y a des gens qui roulent à pied. Ben là, c'est pareil, nous, bah oui, mais c'est cool en voiture, pourquoi on va se faire chier? Ça roule tout seul, ça fait plus, c'est plus vite, c'est moins fatigant. Et ouais, il y a un vrai truc à ça, et ça demande aussi de se remettre en question en mode, mais ouais, mais parce que c'est complètement éloigné de tout ce qu'on nous a appris en fait. Et je pense que tu vois, c'est vraiment ça, quand tu as besoin d'avancer, de travailler sur ta confiance, c'est vachement sortir de ce qu'on t'a appris, déconstruire ce qu'on t'a enseigné pour ne garder que le meilleur. Moi, je dis souvent, tu mérites le meilleur et ceci est non négociable, ce qui est hyper important. Et à contrario, il y a quelque chose de très important parce que ça, je l'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs. Je sais que tu es dans ce cas-là aussi, mais moi, je suis dans ce cas-là absolument de la même façon. Vu qu'on est dans le plaisir toute l'année, parce qu'on est arrivé à un niveau, on a construit une vie, on fait que ce qu'on veut, ce qu'on aime. Quand tes résultats, pour une raison qui n'a rien à voir avec ça, hein, sont un peu en baisse,
tu te convaincs toi-même qu'il faut que tu refasses des trucs nuls, chiants et difficiles pour avoir des résultats. Et je sais que tu es comme ça, et j'ai énormément de clients qui sont comme ça, mais je suis exactement pareil. Tu sais, par exemple, pendant tout un mois, j'ai fait que des contenus que je kiffe, des vidéos que je kiffe, des interviews, j'ai rencontré des gens et tout. Et ben, c'est un mois où on a un peu moins de résultats. Ça peut arriver. Tu sais, sur une année, il y a des mois plus creux que d'autres. Bon, c'est jamais vraiment dramatique en plus, hein. Mais juste, bon, voilà, un petit creux. Et là, c'est, ouais, mais j'ai pas assez fait ce truc-là qui est difficile. Non, non, vas-y, oh, stop, on arrête tout. Non, ça n'a rien à voir. Il y a autre chose que tu as mal fait ou bien fait, mais c'est pas parce que tu n'as pas assez galéré que tu n'as pas les résultats que tu veux dans la vie. Et ça vaut, je pense, pour l'émotionnel, pour tout. Le pire, c'est que souvent, c'est parce que justement, tu as un peu faibli là où tu prends du plaisir et qu'il faut remettre une couche de là où tu es vraiment bon et que c'est juste que tu es un peu tombé dans la routine de je fais les trucs, mais du coup, tu as un peu perdu le plaisir ou la flamme. Et du coup, tu vas aller vers les trucs chiants alors que non, il faut aller mettre le méga plaisir là où tu es à fond. Exactement. Ouais. Et du coup, justement, en parlant de s'amuser dans ce qu'on fait, quels sont les médias de prédilection où toi tu t'amuses? Alors, moi, j'adore la vidéo parce que, Oui. déjà, je pense que de toute façon, c'est ma façon de communiquer facile parce que j'adore parler aux gens, j'adore connecter avec les gens et que j'aime beaucoup le non-verbal. Je pense qu'en tant qu'hypersensible, je m'adresse aussi à des hypersensibles qui vont capter dans ma façon de parler, dans ma tonalité, etc., qui est plus difficile à écrire. Et puis, il ne faut pas se mentir, écrire, ça me fait un peu chier. Je peux le faire pour certains moments, mais j'adore les médias vidéo. Donc, je communique beaucoup sur YouTube, sur Instagram. J'aime bien ces moments. Tu vois, c'est authentique, tu es avec la personne. Et donc, c'est sûrement le média vidéo que j'utilise le plus. Intéressant. Aujourd'hui, pour les personnes, moi, dans mon audience, c'est essentiellement des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, quels sont, selon toi, les challenges que va rencontrer un entrepreneur qui est hypersensible? Alors, clairement, ça va être son rapport aux autres, qui est très compliqué généralement. C'est souvent le point que j'évoque le plus, c'est que tu as tendance à penser que les autres en face de toi sont comme toi. En tant qu'hypersensible, on a souvent une grande hyper-empathie et donc tu vas surinterpréter tellement de choses et tu vas perdre tellement de temps à cauchemarder sur oui, mais mon client, il m'a pas répondu, donc ça veut dire qu'il aime pas et qu'en fait ça. Et donc, c'est canaliser le mental pour les entrepreneurs qui va être le plus problématique. Réussir à se positionner par rapport à l'autre aussi en tant que confiance, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, ce truc où tu te minimises. Souvent, les hypersensibles, c'est des gens qui manquent de confiance en eux et à force de manquer de confiance en eux, leur estime d'eux est au niveau zéro, d'accord? Parce que la confiance dans la pratique, l'estime, c'est vraiment dans ce que tu vas ressentir de toi. Et donc, du coup, ça va être ce mix pour moi qui va être au cœur de ta communication. Ta communication envers les autres et ta communication envers toi-même. Donc tout ça, ça va faire aussi un mélange qui peut soit être explosif, positif, c'est-à-dire que être hypersensible en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est une putain de force, faut pas se mentir, parce que tu vas sentir le besoin, tu vas y répondre différemment, tu vas pouvoir t'utiliser un peu tout ce qui est sensorialité, le fait d'être connecté à l'autre. Forcément, en tant qu'entrepreneur, notre clé, c'est répondre au mieux aux besoins. Et donc forcément, le fait de bien capter les gens, de capter d'autres choses, de saisir comment se sent la personne, etc. Quand tu vas poser des questions, tu vas plus les interpréter, tu vas plus les ressentir. C'est une force. Mais par contre, il ne faut pas que toi, derrière, tu viennes détruire tout ce travail parce que tu vas te morfondre, parce que tu vas te penser que tu n'es pas à la hauteur, parce que tu vas être dans des suppositions négatives constantes, parce que tu vas culpabiliser, parce qu'au début, on connaît le syndrome de « je me lance en tant qu'entrepreneur, mais je dois avoir la vie de salarié ». On la connaît celle-là. Hein. Et donc, du coup, ça va être aussi de trouver ton équilibre, de trouver ton bonheur et de te sentir, de se rappeler que si tu fais entrepreneur, c'est parce que toi, tu as envie de vivre différemment avec tes envies, tes besoins, tes forces, tes qualités, ta vision, là où tu veux aller. Et ça, c'est unique. Mais par contre, apprendre à respecter cette unicité-là, ça veut dire se détacher du regard des gens, d'arrêter de culpabiliser, de prendre confiance, de se sentir bien avec soi-même et de aligner le corps et l'esprit pour être rayonnant et bien dans sa vie. Et c'est rigolo et je suis complètement d'accord avec toi. Je vois quelque part l'entrepreneur hypersensible un peu comme un espèce de petit maniaque-dépressif, si tu veux, sauf sans les côtés terribles pour la psyché, bien sûr, etc. Mais avec donc des côtés très, très high et des phases très down, tu vois, des manques d'énergie, des baisses de morale, etc. Il faut accepter du coup qu'en tant qu'entrepreneur hypersensible, il y a des moments où tu vas être comme dans une phase maniaque en fait. Hein. Tu es dans une phase très high et genre, bosse, kiffe. Ne te dis pas, je bosse que 2 heures par jour parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est quoi, passe 12 heures dessus, éclate-toi quoi. Parce que derrière, on sait qu'à un moment ou un autre, tu vas avoir une phase plus basse. Et là, en fait, il va falloir être capable de fermer l'ordinateur, de prendre du recul, d'aller se promener. On a bientôt le droit de nouveau. Et de profiter de la vie parce que c'est des périodes où tu peux pas créer, tu peux rien faire.
C'est ça. Tu peux pas parler aux autres, tu peux pas te connecter et tout. Donc ça, je trouve ça intéressant et pourtant c'est un challenge, je pense. Mais à côté de ça aussi, l'entrepreneur hypersensible, il a une force extraordinaire sur la connaissance client. Moi, je le vois, j'ai quand même une bonne dizaine, voire maintenant une centaine d'entrepreneurs que j'ai accompagnés ces 18 derniers mois, on va dire un truc comme ça. Ceux qui sont carrément très hypersensibles, soit qui sont au moins un petit peu dans le trait de l'hypersensibilité. Quand je leur dis qu'est-ce que pense ton client, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'il vit, etc., ils sont capables de me le décrire avec beaucoup de précision. Ils arrivent à se mettre dans la tête des gens, à ressentir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, leur douleur, leur bonheur, leurs aspirations et tout. Des personnes qui n'ont pas cette hyper-empathie, cette hypersensibilité, quand je leur dis qu'est-ce que pense ton client, bah il n'est pas content. Oui, mais encore, si tu veux. Et moi, ça, c'est un challenge de coach, si tu veux, parce qu'avec ma palette d'hypersensibilité, quand j'ai une personne en face de moi qui ne l'est pas, que je m'adapte, parce qu'on n'a pas la même palette émotionnelle au niveau de la compréhension. Et donc là encore, on a une force. Mais c'est une force dont il faut savoir user, en fait. Il va falloir apprendre à l'exploiter. Et c'est bien qu'il y ait des gens justement pour dire ça, des gens comme toi. Pour dire, c'est une force, regarde comment s'en servir. Par contre, il y a un revers de la médaille. Accepte-le. C'est ça. En fait, c'est vraiment apprendre à connaître ton fonctionnement et il n'y a pas à changer. Donc, c'est pour ça que la comparaison aux autres, c'est un vrai sujet. Surtout quand tu es entrepreneur, parce que du coup, tu connais le truc de… Tu vas fréquenter la personne qui arrive et qui dit « Mais moi, j'ai ma start-up, ça fait 6 mois, et ça cartonne et tout. » Et là, tu te sens comme une grosse merde. Et ce genre de trucs, c'est des défis réguliers qui te montrent qu'en fait, il y a encore quelque chose à travailler parce que tu n'es pas cette personne, tu ne connais pas ce qui se passe derrière elle. Ce qui compte, c'est comment toi, tu fonctionnes. Et en fait, une fois que tu sais te servir de cette hypersensibilité-là, qui est effectivement des hauts très hauts et des bas très bas, en fait, au final, tu optimises ta réussite. Et tu optimises ton bonheur aussi. Et en fait, le truc, c'est que tant que tu te calqueras sur une norme qui n'est pas la tienne, que tu n'apprends pas à te connaître et que tu ne vas pas te sentir dans l'acceptation et du coup dans la mise en place des solutions qui correspondent, parce qu'en fait à tout type de personnalité correspond, il y a un fonctionnement qui convient, et c'est pour ça que c'est pas mal. Moi, quand je conseille les gens et avec mes clientes, la phrase qu'elles me disent le plus, c'est oh, mais c'est exactement ça. Parce que justement, j'arrive à me mettre dans leur peau et le ressenti, etc. Et donc après, une fois que c'est saisi, on va montrer les choses différemment et pouvoir se libérer de ce poids-là. Et une fois que tu acceptes ça et que tu avances avec tes forces, que tu apprends à te connaître, bah, du coup, tu perds plus de temps. Et en fait, moi, je crois que c'est ce que je détestais le plus et ce qui soulage le plus mes clients, c'est je déteste perdre mon temps, vraiment. Et donc, du coup, tu ne perds plus ton temps. Il est toujours optimisé à… Tout a une utilité, et même les temps de repos. Et une fois que tu sais pourquoi tu fais les choses et où tu vas, ben en fait, ton hypersensibilité, c'est ton allié, c'est ta meilleure amie. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord. On va arriver sur les petites questions de fin. Si tu devais partir seul sur une île déserte avec un livre, t'emmènes lequel? Oh, un seul livre sur une île déserte. Ça dépend, je suis encore coach. J'ai une liste de livres à rallonge. Si tu veux, en fait, le but de cette question, c'est quel est le livre le plus important pour toi. Mais des fois, ces derniers temps, j'ai eu des réponses un peu différentes, tu vois. J'ai une personne qui m'a dit, attends, du coup, je choisis un que j'ai pas lu. Je me dis, merde, ça m'arrange pas ça. Je suis en train de me dire, est-ce que je prends un que j'ai pas lu? Parce que perso, si je vais sur une île déserte, je préférerais un que j'ai pas lu. Après, si c'est pour recommander à quelqu'un, je sais que ça a été révolutionnaire pour moi en tant qu'entrepreneuriat. Ouais. D'un point de vue personnel, le pouvoir du moment présent était clairement… Ah, Eckhart Tolle, ouais. Je l'ai… un combiné qui, pour moi, allait très bien ensemble parce que justement, pour moi, c'est hyper important de parler à la fois de l'émotionnel, de comment tu te sens bien dans ta peau, etc. et comment tu construis avec des outils concrets aussi ton monde de demain. Et j'ai les deux, tu vois. Moi, j'aime bien le pratique et l'émotionnel parce que j'aime bien me prendre les deux en compte. Donc, ouais, peut-être le pouvoir du moment présent parce que du coup, pour se retrouver très bon livre. pour accepter et donc être bien ancré. C'est un très grand livre qui t'aide à accepter les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que tu as supposé qu'elles devraient être. Et ça, c'est d'ailleurs, je pense que je vais le relire bientôt parce que je l'avais lu en janvier, après qu'on me l'ait conseillé pendant 5 ans, je pense. Ouais, moi aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Je crois que je l'ai lu en 2015, donc ça faudrait que je le relis. Et je me demande toujours si un jour une personne va me répondre ça à cette question, que tu pars sur une île déserte avec un livre, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un va me répondre un livre pour apprendre à faire des cabanes ou pour chasser le koala, j'en sais rien, tu vois. Je pense qu'il n'y a que Florian qui me répondrait ça. Si j'ai droit à un livre, est-ce que ça marche si je prends la Kindle? Du coup, je peux avoir non, tu triches là, tu triches. Faut pas faire ça. Non, mais casse pas ma question. Optimisation oblige. Si aujourd'hui tu recommençais à zéro de tout, mais tu gardes les connaissances que tu as,
Est-ce que tu fais pareil? Est-ce que tu fais différemment? Comment tu fais pour rebâtir ce que tu as aujourd'hui? Alors, je fais pareil, Claire, parce que je suis tellement à place, j'aime tellement ce que je fais, tous mes clients, enfin, vraiment, je me régale. D'ailleurs, j'avais déjà répondu ça à une question du genre, si demain tu deviens milliardaire, qu'est-ce que tu changes dans ta vie? Et franchement, à part ma baraque, rien. Et c'est là où je me dis, je suis à ma place. Donc, du coup, pour recommencer la même chose, je pense que clairement, je me focalise sur ce que je sais faire de bon et je fais que ça. Et qu'avec les bonnes personnes. Tu vois aussi, j'ai ce luxe-là de pouvoir choisir les gens avec qui je travaille, qui me Ouais. respectent, qui comprennent ma valeur, qui font ça et qui est peut-être quelque chose que j'ai fait au début, mais beaucoup plus timidement. Mhm. Euh, et ouais, donc si je devais recommencer, en fait, bah, je créerais du contenu, je raconterais mon histoire et j'expliquerai encore et encore et encore et encore à quel point tout est possible et surtout en restant moi-même. Génial. Est-ce que tu aurais un message particulier que tu voudrais faire passer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Ouais, je voudrais envie de te dire que si toi, tu es une femme hypersensible, que tu as fait comme moi, c'est-à-dire tu as fait des études et tu t'es dit, ouais, mais là, en fait, je suis pas à ma place. Tu veux trouver ta place, tu veux être toi-même. Juste, je veux te dire que c'est possible et que toi aussi, tu mérites le meilleur et que c'est non négociable. Généralement, on sous-estime ce à quoi on a le droit. Moi, je me suis sous-estimée pendant tellement d'années. Et je pense que la phrase sur laquelle j'ai envie de revenir, ça va être ça, c'est il y a 6 ans maintenant, j'étais en dépression à l'année 2013 parce que j'étais dans un boulot qui ne me correspondait pas, parce que j'étais dans un appart avec qui était pourri, parce que j'étais entourée de gens qui ne croyaient pas en moi, parce que j'avais pas confiance en moi. Et en fait, ça a été un déclic. Mais si tu veux, quand j'étais au fond de mon lit et que j'étais mal, parce que j'étais malade, je rêvais d'une vie toute conne. Je rêvais de pouvoir me lever le matin sans réveil, de faire que ce que j'aime, d'avoir un métier qui a du sens, d'aider les gens et de le faire avec de la positivité, de continuer à danser, à me faire plaisir et que ce soit pas dans la souffrance. Et ça me paraissait la vie, sans déconner, ça me paraissait une vie, mais ce jour-là, j'aurais tout. Sauf que ce jour-là, il est arrivé assez vite, c'est la vie que j'ai aujourd'hui. Et en fait, bien sûr qu'aujourd'hui, je veux encore plus, je veux m'améliorer, je veux toucher encore plus de gens, mais j'ai la vie que je rêvais à ce moment-là. Et donc, si tu as eu ce déclic, tu sais que tu as une hypersensibilité, que tu as envie d'en profiter, que tu as envie de trouver ta place, que tu veux plus perdre de temps et que tu as envie aussi, toi aussi, d'avoir une vie dans laquelle tu te sens bien, tout simplement, fais-toi confiance et fais-toi entourer et écris-moi. Génial, c'est parfait. Et je confirme pour ceux et celles qui écoutent que Élise est vraiment très solide sur son sujet. Moi, ça fait des petits trous de cerveau en soirée. Et je suis pas. Non, mais c'est surtout que, enfin, si tu veux, moi j'ai été pas mal coaché, j'ai pas mal travaillé, ça fait des années, je le suis encore, etc. C'est-à-dire que des personnes qui, comme ça, en 3 minutes, arrivent à me déboulonner la tête, il n'y en a pas des masses aujourd'hui. Les personnes par qui je suis suivi, c'est les personnes qui sont réputées pour être les plus costauds du domaine, hein, les pires oufs du coaching, entre guillemets. Toi, tu arrives entre en face, tu fais bam, 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 allez, bam, rentre chez toi, va réfléchir. Moi, je le fais à ma manière. Ce qui est bien, c'est que je le fais en mode tu le vois pas, on discute et tu prends du plaisir et tu passes un bon moment. Ouais. C'est ce rapport avec mes coachés où en mode c'est un relationnel très amical qui surprend, tu vois. Moi, je suis pas en mode je te déglingue la tête, t'arrives et non, pas du tout. Je suis avec des hypersensibles, mais on ne pleure jamais, tu vois. C'est juste fou. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Parce que je le fais avec plaisir, c'est-à-dire que j'ai cet aspect grande sœur, petite voix positive, etc., qui se fait que c'est conversationnel et d'un coup, t'as un truc qui fait ah ouais, ah, 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 mais j'avais pas vu, on a travaillé sur moi là en fait, ok, bah trop cool. Et après on explique et on va trouver les outils, on met les choses en place, mais généralement les déclics se font juste dans la bonne humeur parce que t'as pas besoin de souffrir pour aller mieux et je crois que c'est le message que j'ai envie de passer, c'est ça. Super. Où est-ce qu'on te retrouve si on ne te connaît pas encore? On me retrouve sur tous mes réseaux sociaux, tu tapes Elise Pom Pom Girl dans Google, tu vas me trouver sur ma chaîne YouTube Elise Pom Pom Girl, sur mon compte Instagram Elise Pom Pom Girl et sinon LinkedIn, Facebook, tu tapes mon vrai nom, Elise Bouskila. Et voilà. Et donc, Super, bah écoute, et sur on mon mettra site les internet, liens. évidemment, le site internet elisepompomgirl.com. On mettra tous les liens de toute façon dans la description de cette interview. Écoute, je voudrais vraiment beaucoup te remercier pour ce temps qu'on a passé ensemble. Je trouve ça très cool. Moi, j'aime bien en plus pouvoir parler de sujets qui sont un peu différents. La dernière personne à qui j'ai parlé, c'était sur la rhétorique, je n'en avais jamais parlé. Là, je parle de nouveau beaucoup plus d'émotions avec toi, alors que je vais beaucoup parler d'entrepreneuriat et de business ces derniers temps. C'est hyper agréable pour moi de reprendre un petit peu ces interviews, de pouvoir de nouveau échanger avec des personnes qui sont intéressantes, qui ont un message fort à partager. Donc vraiment, merci pour ton temps. Moi, j'ai kiffé en tout cas passer ce moment avec toi. Je suis sûr que les personnes qui nous écoutent, elles ont kiffé aussi. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour finir cette interview?
Moi, mon mission, c'est un soir sous toutes les lèvres. Donc, je vous souhaite de l'énergie positive, tout simplement. C'est génial, c'est parfait, ça me va très bien. Merci Élise et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, qui se seront dit on va donner 1 heure de notre temps pour essayer de progresser, de grandir, pour aller un peu plus loin. Je vous dis merci, mais avant tout, c'est quelque chose que vous avez fait pour vous et c'est important. C'est juste que moi, j'ai envie de dire merci de m'avoir fait confiance à moi, alors que vous auriez pu passer 1 heure devant Netflix. Et ça, c'est important pour moi de le dire. Merci à tous et à bientôt. Bye.